Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Quel avenir professionnel attend nos élites estudiantines? Qu'est-il réservé à nos jeunes au sortir des grandes écoles et universités? Quel monde économique les attend-il? Et comment les préparer à cela? Nous écouterons des jeunes qui représentent l'élite estudiantine venir nous dire à la fois leurs rêves et leurs appréhensions. Face à eux, des experts nous révéleront sans fioriture ce qui les attend réellement et s'ils ont encore raison de rêver. Je vous présente nos 4 invités. Ali Baï Nasri, bonsoir. Vous êtes le président de l'ANEXAL, l'association des exportateurs algériens. Vous êtes par ailleurs consultant économique pour différentes entreprises et industries notamment. Une précision qui prendra tout son sens au cours du débat. Vous êtes surtout un homme de communication qu'on aime inviter sur les plateaux pour votre langage direct, quitte à écorcher gentiment vos victimes. Amira Hamded, vous êtes directrice générale de Jurex E-Tech et coach en entrepreneuriat et employabilité. Vous êtes membre de différents clubs ou think tanks, à l'instar de CARE ou AME, Algerian Managers Entrepreneurs. Vous vous occupez beaucoup d'insertion professionnelle à l'endroit des jeunes. Et l'appel que j'ai formulé sur Facebook a naturellement convergé vers vous. Rappelons que votre cabinet est situé à Oran. J'ajoute que vous arrivez à l'instant de voyage et dans les temps, ce dont je vous remercie. Mélissa Gahlouz, vous êtes étudiante en classe préparatoire de l'école de l'ENP, l'école polytechnique d'Al-Harrach, et vous venez de remporter avec brio la compétition The Great Debaters, organisée au sein même de votre école. J'ai eu l'occasion de suivre votre plaidoirie, dont l'argumentaire m'a convaincu de vous inviter. Enfin, Fawzi Briedj, vous êtes étudiant en fin de cycle, vous, en 5e année de la même école polytechnique, en spécialité automatique. Vous serez dans quelques semaines confronté à la vie active ou à un supplément d'études, je ne sais pas, vous nous le direz. Vous étiez finaliste à cette compétition The Great Debaters avec aussi un redoutable argumentaire. Voilà, je voudrais, avant de commencer, dire aux téléspectateurs que j'ai été, il y a 2 jours encore, donc l'invité à modérer, à animer une compétition de débatteurs au sein de l'école polytechnique, une belle initiative pour essayer d'apprendre à ces jeunes étudiants à déjà se confronter à la négociation, à l'argumentation et à faire aboutir leurs réflexions et à préciser leurs réflexions dans une atmosphère très démocratique. Et en même temps, on a beaucoup plaisanté, beaucoup ri. Alors voilà, donc vous avez été la grande gagnante, Mélissa, et vous, et avec brio, puisqu'elle est quand même en première année, en classe préparatoire, et vous aussi, tout aussi brillant. Alors, je précise aux téléspectateurs que nous avons juste derrière l'écran, je suppose, tous les étudiants de l'école polytechnique. Donc, il va falloir attention à ce que l'on dit. Voilà, alors je vais commencer par vous, les étudiants. On va s'intéresser, vous êtes à l'école polytechnique. À l'école polytechnique en Algérie, je crois que c'est, en termes d'élitisme, c'est la première école. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue ou pas? Ou est-ce que ça se discute? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques officielles qui le démontrent? Alors, je suis plutôt d'accord sur ça. Par définition, l'élitisme, c'est une sélection intensive basée sur le mérite. Alors, l'école polytechnique se base sur plusieurs étapes sur le mérite des étudiants. Alors, une sélection au départ au bac, au niveau du bac. Ensuite, après 2 années d'études intensives en classe préparatoire, il y a un concours national et le recrutement se fait selon ce concours national. Cela veut dire que les personnes comme Mélissa qui sont en classe préparatoire ne sont pas certaines d'entrer en première année de Polytechnique ou en 3e année. Exactement. Alors, il y a actuellement 4000 élèves en école préparatoire et l'école polytechnique ne prend que 350. Bon, ils ne vont pas tous... À travers tout le territoire. Voilà, à travers tout le territoire. Et il y a combien de classes préparatoires à travers l'Algérie? 14. Cette année, il y en a 14. Très bien. Voilà. Et donc, c'est un concours qui est difficile. Aussi difficile que le baccalauréat pour rentrer en première année Alors, la difficulté, je ne sais pas si elle réside sur le concours en lui-même ou sur la sélectivité, dans le sens où, de toute façon, ils sont classés. Si le concours est difficile, il sera difficile pour tout le monde, et s'il est facile, il sera facile pour tout le monde. Mais de toute façon, c'est la sélectivité qui fait que l'école polytechnique prend les meilleurs des classes préparatoires. Oui, mais si le concours est facile, cela ne veut pas dire que l'école a un niveau forcément élitiste. Alors, vous avez souffert beaucoup, Mélissa, pour entrer dans cette école ou pas?
Oui, quand même. C'est-à-dire que j'ai fourni beaucoup d'efforts au bac. Et voilà, j'ai pas été déçue. Donc j'ai toujours montré de l'intérêt pour tout ce qui est de l'utilisation des ressources énergétiques et des menaces économiques que ça représente pour un pays. Donc j'ai trouvé que Polytechnique, c'était le milieu qui répondrait mieux à mes attentes, à quoi donc, Vous vous projetez. voilà à quoi je me projette exactement. Mais justement, est-ce que et le monde donc de l'ingénierie vous fait, enfin vous aimez ce monde-là? C'est un monde très technique. Et quelle est la technicité que vous allez choisir à partir en troisième année, enfin en première année, je ne sais plus quoi. Bon, je n'ai pas vraiment une idée très précise, je laisse ça pour la deuxième année, mais j'aimerais bien, je montre de l'intérêt pour la mécanique énergétique, pour la chimie, pour tout ce qui est lié. Est-ce que dans cette école, vous vous sentez bien? Est-ce que l'environnement est propice à votre développement intellectuel, à votre développement professionnel aussi? Bon, c'est vrai que cette année, c'est la première édition à l'école polytechnique. Vous parlez de quoi? De la prépa. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une école préparatoire indépendante. Mais c'est la première fois qu'on est hébergé à Polytechnique. Donc il a fallu vraiment trouver l'encadrement approprié. Mais on fait avec, ça va. C'est-à-dire que les professeurs, ils sont là. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bonne prise en charge à la fois par le système d'enseignement pédagogique, mais également par l'État? Est-ce que l'école, du seul fait qu'elle réunit l'élite de la jeunesse, est-ce que vous sentez bien prise en charge? Justement, comme c'est la première année, c'est-à-dire que ce n'est pas parfait, c'est vrai, mais on essaye. C'est-à-dire qu'on voit que l'école fait de son mieux pour trouver les professeurs, pour trouver l'encadrement, le milieu, le matériel nécessaire. N'ayez pas peur d'être sanctionné par vos profs, hein. Vous pouvez parler ce soir. Hein. Oui, non, c'est pas parfait. Il interviendra s'il le faut. Non, c'est pas parfait, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, comme c'est la première année, c'est-à-dire si on va dans les autres écoles, si on va à l'école supérieure de l'informatique ou l'école préparatoire de Tlemcen, donc c'est un peu mieux parce que vous êtes sur place et c'est plus ancien, mais c'est vrai que cette année, quand même, on a un bon encadrement. Dans la moyenne. Dans la moyenne. Bon, je tiens juste à préciser que cette année-là, beaucoup d'écoles préparatoires ont été ouvertes, dont celle de l'école polytechnique, et il n'était pas prévu qu'il y ait autant d'étudiants à l'école polytechnique. Alors, c'était prévu à la base d'avoir 120, et ils ont finalement admis 350. Donc, il était difficile de trouver l'encadrement propice, mais je pense que globalement, on s'occupe plutôt bien des nouveaux. Est-ce que, comme ailleurs, on dit souvent que le niveau de l'enseignement ou le niveau des élèves a baissé? Parce qu'on le dit souvent ailleurs. Alors, est-ce que c'est la même chose pour Polytechnique? Est-ce que les étudiants de Polytechnique et le corps professoral aujourd'hui dispensent un enseignement du même niveau qu'il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années? Alors le niveau varie, c'est sûr. Mais par exemple, je trouve que les nouveaux de cette année sont mieux que ceux de l'année passée. Il y a souvent des variations, mais je ne dirais pas que le niveau baisse constamment. Parfois, il y a des variations. Alors généralement, bon, je ne sais pas, peut-être que vous ne le savez pas parce que vous êtes encore en première année, mais au sortir de cette école, vers où se dirigent généralement? Où c'est que sont recrutés, où partent les élèves? Peut-être qu'ils partent à l'étranger aussi. Alors, donnez-moi une petite approximation des choses. Une petite approximation, ok. Alors, la plupart se dirigent vers des études à l'étranger pour continuer leur formation, pour découvrir d'autres universités, d'autres pays. Avec quels moyens ils font cela? Avec quels moyens? Avec leurs propres moyens en général. Donc, il n'y a pas de bourse de l'école ou de l'État pour les accompagner? Alors, il y a quelques bourses, mais elles sont rares. La plupart vont de leurs propres moyens. Par exemple, s'il y a une centaine qui partent à l'étranger, peut-être que 2, 3 partiront avec une bourse. Et sur les 100 qui partent, est-ce qu'il y en a qui reviennent? Est-ce qu'il y en a qui reviennent? À plus long terme, certains reviennent. Je ne pourrais pas vous répondre précisément sur cette question. Bon, sur les 100 qui partent, j'ai dit que c'est une approximation, bien sûr. Prenons vos exemples. Bon, vous, c'est
encore une fois un peu trop tôt, mais peut-être que vous avez des idées. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous, c'est bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez partir ou vous allez rester? Vous allez faire des études? Vous travaillez directement? Vous mariez et faire autre chose? Bon, je ne sais pas si moi, personnellement, je vais intéresser les téléspectateurs, mais je vais dire qu'en général, dans ma spécialité, la plupart partent. Ceux qui restent s'orientent vers la recherche, un doctorat, et certains s'orientent vers l'industrie. Mais ils sont plus rares. Généralement, ce sont des petites promotions, hein, c'est ça? Oui, des petites promotions pour assurer un bon encadrement. Par exemple, ma spécialité, il y en a une vingtaine. Nous sommes 22 en classe. D'accord. Et au total, vous êtes combien à sortir de l'école cette année? À sortir de l'école, alors 350. 350 vont sortir sur le marché de l'emploi? Ils sont tous garantis de trouver du travail et à ce qui leur convient? Alors, est-ce qu'ils sont tous garantis? Non. Non, pas du tout. Beaucoup ont une garantie de trouver un travail, mais est-ce qu'il est approprié? Est-ce que la rémunération ou le développement au sein de l'entreprise correspond à leurs ambitions? C'est ça la question. Cela veut dire, M. Nasri, que juste 350 élèves de l'une, sinon la meilleure école d'Algérie, n'arrivent pas à trouver forcément ce qui est en adéquation avec leurs études, avec leur vouloir, leurs rêves. Mais c'est là toute la problématique. Il a soulevé, j'ai noté deux choses. La première, c'est qu'on forme souvent pour l'étranger. Donc, on se dévitalise, donc on exporte donc notre élite. Ça, pour moi, c'est pas possible. Deuxième chose, est-ce que la formation est en adéquation avec la demande de l'industrie? J'en doute. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons une industrie actuellement pratiquement en phase de croissance. Il y a une désertification industrielle en Algérie. Donc, il y a très peu de création. Seuls quelques champions actuellement investissent. Quand ils investissent, quelquefois ils ne trouvent pas. Donc, la personne recherchée, par exemple des logisticiens pointus, ça n'existe pas. Très peu existent. Donc, on fait souvent appel à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette école polytechnique, elle travaille pour qui? Est-ce qu'elle travaille pour l'étranger? C'est ça, finalement. Et je pense que là, il faudrait revoir un peu structurellement la chose. Soit on offre, soit l'État, conscient de cette richesse que nous formons ici, et qui par soit on la capte en lui donnant des projets, en les aidant à créer leurs propres projets. Et là, c'est éminemment important parce que nous avons une structure industrielle qui est très faible, une densification qui, tout le monde le dit, qui est très légère. 750, 800 000 entreprises, alors que nous savons que dans ce domaine-là, on n'est pas à même donc d'assimiler 350 étudiants par année. Malheureusement, c'est ça. Ah, c'est grave. Avant de vous interroger, je voudrais vous indiquer à tous les deux que vous pouvez intervenir à tout moment par un point d'information. Okay. Les étudiants de Polytechnique me comprendront. Amira Hamded, alors ce constat-là, il est négatif, il est même dramatique. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M. Nasri a tout dit. Voilà, a tout dit. En fait, bon, là, on parle des polytechniciens. Mais après, moi, ce qui me dérange, c'est le déséquilibre entre la demande et l'offre. Alors, d'une part, j'évolue avec beaucoup de chefs d'entreprise qui se plaignent de ne pas trouver de ressources humaines, pas pointues, telles que vous deux. Mais il y a beaucoup de postes qui n'existent pas ou qui ne sont pas satisfaits. D'autre part, il y a un taux de chômage qui est assez élevé. Donc, ce déséquilibre-là est une problématique. On parle beaucoup d'adéquation emploi et formation. C'est vrai que c'est un terme qui émane de beaucoup de personnes, de différents niveaux, d'universités, d'associations, du monde professionnel. Mais après, en action tangible, qu'en est-il? Moi, c'est les questions que je me pose. Et j'ai déjà vécu ça. Licence en droit, je me suis retrouvée parachutée dans une entreprise et il n'y avait aucune cohérence entre ce que j'avais appris d'un point de vue théorique et ce que j'étais appelée à pratiquer en entreprise. Donc j'ai dû rebrousser chemin, faire autre chose. Donc oui, on
En plus, je les connais, ils sont merveilleux. Je connais plein d'étudiants, parce que j'évolue dans des entreprises, dans des universités qui sont plein de talent, plein d'ambition, plein de volonté. Mais après, où est-ce qu'on va les mettre? C'est la question que je me pose. Et pour cela, moi, la réponse éventuellement, c'est de faire un focus. C'est vrai qu'il y a le savoir qui est le diplôme, il y a le savoir-être, mais je pense que les jeunes devraient faire un focus sur le savoir-faire. Donc pratiquer un maximum de stages et puis avoir aussi l'intention d'être polyvalent au maximum. Parce qu'on a très tendance à croire qu'un diplôme c'est acquis, on sait tout faire, alors qu'il y a plein de connaissances connexes qu'on gagnerait à développer. Et maintenant, identifier ses connaissances, identifier ce qu'il faut faire pour pouvoir s'insérer. Et puis, oui, monsieur Nasri, excusez-moi, je vais juste finir. Puis parfois, accepter pas directement d'aller dans sa filière. C'est vrai que bon, quand on est automaticien, ou c'était quoi déjà ta filière telle que tu l'avais? Automatique, oui. Voilà, quand on est issu d'une filière d'automatique, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre issue, mais identifier les filières flexibles où on peut éventuellement être flexible. Il y a d'autres filières, par exemple la grande distribution pose énormément de problèmes. Il y a la supply chain dans l'absolu, il y a les métiers de la grande distribution, c'est des domaines où il n'y a presque pas de main-d'œuvre ni d'expertise. Donc, mais c'est clair qu'il y a une formation qui est inadaptée, ça c'est clair. Il y a aussi des orientations qui sont absolument inefficaces. oui. Il y a un drame chez nous du chômage des diplômés, de manière générale. On forme des ingénieurs agronomes pour être, je sais pas, vendeurs dans un showroom ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est une déperdition qu'on ne peut pas se permettre, surtout maintenant. Le taux d'encadrement dans les entreprises est vraiment minime. Donc, on peut mesurer l'efficacité et la productivité de l'entreprise à travers son taux d'encadrement. Nous sommes là. Et je remercie mon Amérita sur une élite du pays. Une élite qui est formée et qui a coûté à l'État et qui a coûté comme effort à l'élève. Et qui, au sortir de cette école-là, vont enrichir les autres. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer. Il y a aussi autre chose. Et je pense que la solution pour moi, pour ces jeunes qui sortent de Polytechnique, c'est que l'État leur offre des projets à réaliser dans leur domaine d'activité. S'ils ne trouvent pas, donc, de pendant dans les industries, il a parlé d'automatique, on peut parler de la nanotechnologie, on peut parler de différentes choses. Elle a parlé de la mécanique, donc mécanique énergétique. Donc, il y a tout ça, c'est des métiers, c'est des notions peut-être qui sont nouvelles pour nous, mais c'est le monde de demain. Oui. On est là, c'est pas l'Algérie d'aujourd'hui, c'est l'Algérie de 2030, 2040, 2050. Et là, on a besoin de cette expertise, on a besoin de ce niveau de qualification, on n'a pas le droit de le perdre. Il faut absolument que l'État trouve justement les solutions. Il est appelé à répondre à cette problématique qui est là. Je ne parle pas de la fuite des cerveaux, mais en tout cas des futurs cerveaux de l'Algérie. Amira Hamdad, où c'est qu'il faut situer précisément les responsabilités? Alors, je pense qu'il y a une grande part qui revient à l'État, aux autorités, de ne pas peut-être savoir gérer ce système d'affectation. Mais il y a aussi une grande part qui revient aux entreprises aussi, qui ne vont pas peut-être chercher au bon endroit et qui ne vont pas s'enquérir, qui ne vont pas vers les écoles et vers les entreprises. Peut-être qu'ils sont un peu dans une démarche un peu passive aussi. Je pense qu'on est dans un écosystème où chacun gagnerait à assumer ses responsabilités. C'est vrai qu'on voit que il y a des entreprises qui vont vers les universités, qui font plein d'actions. J'en vois à Polytech, j'en vois à Lusto, Oran, c'est les deux pôles dans lesquels j'évolue. Donc il y a des entreprises. Après, si on devait parler de PME et de TPE, bon, quand on parle de multinationales ou de grandes entreprises étatiques, c'est bien, mais n'oubliez pas que le tissu économique est composé essentiellement d'une grande quantité de PME et de TPE. Et là, quand je le vis moi-même, et puis je connais plein de personnes qui le vivent aussi, quand je suis dirigeante d'une SARL avec un micro-effectif, vous croyez réellement que j'aurai le temps d'aller vers l'université chercher? Aller faire une offre au bureau de main-d'œuvre et encore. Donc, oui, ce serait de sensibiliser déjà
cette catégorie d'entreprises vers le fait d'aller vers les universités et d'une. Et de deux, je pense que, je le vois chez beaucoup de jeunes, que les jeunes gagneraient aussi à prendre conscience, à faire des plans d'action pour se développer. Moi, je rentre d'une formation. Oui. Ok, j'ai 39 ans, je viens d'être formée parce que je suis consciente que j'ai encore des lacunes à combler. Un diplôme, ça ne suffit pas. Et je vais vers le poste le plus banal. Enfin, il n'est pas banal, il est très capital dans une entreprise. Une bonne assistante, on n'en trouve pas. Un bon commercial, on n'en trouve pas. Un bon maçon, on n'en trouve pas. Un bon plombier, on n'en trouve pas. Je parle des métiers en général. Oui, je t'écoute. J'allais faire une petite remarque, c'est qu'aujourd'hui, on remarque aussi que les professeurs on donne plus d'importance au grade qu'à la pédagogie. Et ça, c'est vraiment un gros problème que nous voyons, nous, en tant qu'élèves dans l'école algérienne. C'est vrai. Moi, j'ai grandi avec une culture, c'est que je prends ce que mon prof m'apprend, je me tais et je vais me documenter. J'ai été matraquée à cela et j'en suis très fière. Mais après, oui, le grade, pas la pédagogie, c'est une très grosse lacune et un très très gros chantier sur lequel on gagnerait à travailler aussi. Mais c'est là que je reviens vers la part de responsabilité d'à chacun. Je trouve que l'État a offert suffisamment de mécanismes d'insertion pour les jeunes. C'est assez sympa. Moi, j'en ai bénéficié en tant qu'employeur. Les grandes entreprises vont vers les universités, mais ce n'est pas suffisant. Mais après, quand j'ai une amie qui vient de créer sa start-up, qui reste 6 mois pour trouver une commerciale, on se pose la question. Donc, chômage, pas de poste. Où est le problème? Je rebondis toujours sur l'exemple de notre ami Bridge. Concernant justement les vins, ils sont 20 dans l'automatique. Vous savez que c'est un domaine qui est éminemment important pour nous. Qu'actuellement, toute l'industrie est basée sur ce métier-là. Oui. On en a grandement besoin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à mon avis? C'est que d'abord, Polytechnique s'ouvre aussi à l'entreprise. Que l'entreprise aille vers la Polytech, oui. Mais il faudrait que Polytech aussi aille vers l'entreprise. Savoir ce qu'il y a comme industrie future en Algérie. Vous savez qu'il y a actuellement des plans industriels qui sont dessinés. Autant au ministère de l'Énergie, autant au ministère de l'Industrie, autant au ministère de l'Agriculture. Que font ces ministères ou ces entreprises? Et je sais qu'il y a des investissements énormes qui vont être réalisés, tant par l'État que par des privés. Ils doivent en principe s'adresser en premier lieu à ces jeunes qui sortent de Polytechnique. Les formations doivent se faire avec ces entreprises. Pourquoi? Parce que l'installation de ces entreprises, de ces industries-là, vont se faire avec les fournisseurs d'équipements qui ont l'expertise nécessaire. Ils ont besoin, au démarrage de ces usines, oui, de mettre à côté. Parce que l'assistance technique en Algérie, malheureusement, le poste des services nous coûte éminemment cher. Et nous avons non pas une assistance au démarrage de l'usine, de l'entreprise, mais aussi d'une manière presque pérenne. Oui. Donc ça, c'est pas possible. Alors au démarrage, il faudrait que ces étudiants qui sortent des écoles, notamment de Polytech, aient énormément de faire. Alors ils vont leur donner d'abord de l'espoir pour ne pas aller ailleurs. Ils vont aussi donc les trouver, parce que nous sommes là à un chiffre éminemment, je dirais, nano, parce que 350. C'est très petit. Il faudrait qu'on s'en occupe, et qu'on s'en occupe à la mesure des efforts qu'a consenti l'État et qu'ont consenti aussi les élèves. J'allais m'interroger sur le niveau de ces étudiants, et je me disais peut-être qu'en fait, ils sont peut-être pas aussi bien formés qu'on le pense. Et puis après, je me suis dit, mais non, puisqu'ils sont très vite, ils sont sollicités à l'étranger. Oui, oui. Moi, je peux citer le gars de mon fils. Donc, j'ai mon fils, Ilyes, mon chef Ilyes, il a fait Aéro, il a fait un master Aéro à Babzouar. Il est parti tout seul, donc il a fait un concours d'accès à Toulouse. Il est parti à Toulouse. Il est sorti major de promo. Il a eu le choix donc de choisir une école. Il a choisi Polytechnique Canada, Montréal. Il est parti à Montréal. Et il a soumis donc une thèse de doctorat en logistique urbaine en Angleterre. Il est en train de la faire. Et il va prochainement donc donner une conférence à Paris. Et il vole de ses propres ailes. Absolument. Donc, indépendamment de l'État, j'espère, je mets tous les moyens pour que l'Algérie tire bénéfice de ses efforts. Et je vous dirai une chose, une anecdote que je n'aimerais pas
peut-être je vais la dire ici, son promoteur à Toulouse, donc quand il a choisi Polytech, il lui a dit vous allez donc sous l'étiquette de l'université de Toulouse. Il a dit non, je vais aller sous l'étiquette de Bab Zouar. Bravo. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mixé les deux sous donc l'égide de l'université de Toulouse et de Bab Zouar. En tout cas, vous serez d'accord avec moi pour dire que la génétique a fait tout son effet ici. Bravo. J'aimerais intervenir, si possible, sur les causes que je pense sont à la racine de ces problèmes. Alors, pourquoi la plupart des étudiants veulent aller à l'étranger? Alors, l'école fait des efforts pour communiquer avec l'entreprise. Et les entreprises, surtout les multinationales, les entreprises étatiques, on ne les voit pas beaucoup, mais les multinationales viennent à l'école, font des présentations, nous encouragent à faire pour des recrutements et tout. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que c'est un choix pragmatique de l'étudiant. Il compare ses opportunités et il comprend rapidement que ses opportunités ailleurs sont meilleures. Il ne pourra plus se développer. Il y a un système méritocratique qui lui correspond plus. Je pense que Polytechnique forme de bons ingénieurs et généralement ils sont polyvalents. J'ai un ami qui était sorti de la spécialité génie minier et il a été recruté dans une multinationale en Algérie dans l'agroalimentaire. Donc c'est vraiment des ingénieurs polyvalents et les multinationales, ce qu'ils recrutent, c'est l'esprit d'analyse. C'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait apprendre. Mais le problème, c'est que les opportunités ici ne sont pas assez bonnes, ne sont pas à la hauteur des ambitions des élèves de l'école polytechnique. Ils veulent plus. Alors, vous disiez bon, que vous ne connaissiez pas encore la spécialité vers laquelle vous voudriez vous diriger, mais est-ce que vous, déjà, à votre niveau d'études, est-ce que vous voulez partir à l'étranger au sortir de vos études? Quelle est votre idée là-dessus? Bon, alors, mon objectif, c'est... J'ai un objectif et un rêve. Donc, on va dire, l'objectif, c'est de partir. Si c'est partir, c'est pour me perfectionner. C'est parce que je sais que les moyens, l'encadrement, il est meilleur, etc. Mais j'ai aussi le rêve c'est-à-dire de travailler au profit de mon pays, trouver des solutions aux menaces qui nous confrontent aujourd'hui, surtout c'est-à-dire préparer l'après-pétrole. Trouver des solutions pour la transition énergétique. Donc ça ne m'intéresse pas de répondre à ces questions à l'étranger. Donc c'est ça mon rêve, c'est d'y répondre ici. Mais voilà. Belle réflexion. Hein. Absolument. Très belle réflexion. Moi, un exemple. Nous avons des tas de problématiques en Algérie. Lorsqu'on a examiné le cas des dates, il y avait un problème très important au niveau donc, de Biskra. C'était donc l'assèchement un peu de la nappe phréatique. Il y a une remontée des sels, il y a une vraie problématique. Nous avons aussi, on parle de mécanique, on parle d'énergie renouvelable et tout. Nous avons un gros problème de stress hydrique. Actuellement, il y a de nouveaux mécanismes donc de rationalisation, d'économie de l'eau. Mais ça, c'est éminemment important pour nous. C'est ces jeunes-là qui vont demain donc affronter ces problèmes-là. C'est nous qui devons répondre. Vous savez qu'il y a une prédiction qui a été faite, enfin, une étude qui a été faite en 1958, disons prévoyant justement l'abaissement de la nappe phréatique dans le sud. Et nous devons nous répondre à ça. Et c'est nos jeunes polytechniciens qui vont répondre à cette question-là. Et je m'en félicite qu'elles veuillent rester ici. Justement, il faut... chacun, il y avait une dette de 100 avant, maintenant il y a une dette envers ce pays-là. Oui. J'aimerais aussi ajouter un point, c'est que l'étudiant algérien aujourd'hui travaille constamment avec l'idée implantée dans son cerveau, l'idée que, c'est-à-dire qu'on lui donne pas, à sortir de ses études, on lui donne pas assez d'opportunités et de chances pour qu'il expose ses idées innovatrices, etc. C'est-à-dire qu'on travaille avec ça dans la tête. On étudie avec ça dans la tête. C'est vraiment, c'est des idées, ensuite des trucs. C'est ce qui circule dans nos discussions, dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si c'est des idées. C'est pas Non, parce que c'est faux, parce que moi je connais des entreprises qui voudraient bien recruter ici. Il y a certaines qui sont très pointues dans la logistique qui ne trouvent pas donc, de logisticiens en Algérie. Il y a des gens justement dans l'automatique. Et Dieu sait que nous avons tout marche actuellement, donc tout dérive de l'automatique. Et
on a pratiquement les techniciens, ou plutôt les ingénieurs dans ce domaine-là sont importants. Il y a une recherche actuellement de la spécialisation en Algérie, et cette spécialisation, malheureusement, soit elle existe, elle n'est pas connue, et les gens partent ailleurs. Nous avons donc un système donc, de reflux, nous avons un va-et-vient. Et se croisent sans se rencontrer. Voilà, sans se rencontrer. Et là, je pense on revient toujours donc, à cette cohérence de l'État dans ce domaine-là. Comment garder nos ressources? Il faut les préserver comme les ressources naturelles, absolument. Et je suis d'accord dans un certain sens. Mais il y a une phase. Je sors de l'école, ce n'est pas pour aller faire automatiquement d'autres études. J'ai besoin d'un apprentissage, surtout au niveau de Polytechnique. Nous sommes là dans le corps du métier, nous sommes dans la réalisation. Ce n'est pas de la sociologie, ce n'est pas de la littérature. Non, il y a une phase d'apprentissage, d'appropriation de la chose. Donc, on écoute. Je sors de l'automatique, je vais faire autre chose. Non, je sors de l'automatique, je m'exerce, je m'approprie la chose, et ça lui donne une expertise, et de là, j'ai peut-être d'autres choix dans le même domaine. Mélissa, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais poser une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque selon vous à ces entreprises? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent de plus pour garder ces jeunes diplômés? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce qu'ils ne leur donnent pas suffisamment de chances pour développer leurs idées? Qu'est-ce qui manque? Il y a un problème. Et je rejoins Mme Hamdi quand elle dit Polytechnique. C'est vrai qu'on est ici dans le domaine de Polytechnique, mais il faut voir toutes les écoles qui forment. Cette adéquation entre l'offre universitaire et la demande de l'industrie, même de la demande de l'administration. Nous n'en avons pas actuellement. Il y a une demande en matière d'analyse au niveau de l'administration et de l'État qui est énorme. Et elle ne répond pas. Actuellement, vous visitez tous les sites de tous les ministères, vous ne voyez pas d'études et des analyses qui sont faites. Alors, cette demande, plutôt cette offre, on parle d'offre de passerelle entre l'université et l'entreprise, il faut parler aussi de la passerelle entre l'université et l'administration, parce que l'administration est aussi un peu dévitalisée dans ce domaine-là. Maintenant, qu'est-ce qu'elles entendent les entreprises? Dans votre cas, on ne peut pas parler. C'est l'industrie de demain. C'est l'industrie. Là, vous allez répondre à une offre de demain. Quelle sera l'industrie? Nous sommes actuellement, on peut dire, en réindustrialisation de l'Algérie. Il y a de nouvelles industries qui se créent. Il y a tous les jours, quotidiennement, donc, des avancées technologiques qui sont éminemment importantes. J'ai cité le cas du goutte à goutte. Le dernier modèle proposé, c'est un modèle chinois en matière de goutte à goutte. Donc, on économise 50% de l'eau et on augmente de 22% donc, le rendement. Ça, c'est une nouvelle technologie qui vont venir demain chez nous. Il faut des personnes. C'est cette industrie, on doit anticiper. Les Polytechniques doivent répondre à l'industrie de demain. Comment qu'elle sera? Il a parlé de l'agro. Quelle sera l'agriculture de demain? Que faudrait-il comme produit, comme industrie et comme formation adaptée? C'est tout. J'aimerais conforter aussi par ce que Mélissa vient de dire, par ce présupposé avec lequel on a tendance à grandir. Et cet esprit négatif qui est inculqué dès le départ. Et on a tendance à croire que... Vous savez, je suis en train de lire un livre... mon livre de poche est en train de me déprimer. Il parle du système que de choses négatives. On a tendance à voir le côté vide du verre. Algérien? Oui. Et l'auteur? Vous voulez réellement le savoir? Mais personne ne va l'acheter après, donc vous pouvez vous abstenir. Non, en fait, non. Bon, Yasmina Khadra est réputée, j'aime bien, je suis en train de lire À quoi pensent les singes. Et oui, c'est plein de réflexions négatives où on ne ressasse que de mauvaises choses. Et puis, c'est tous ces présupposés. Et d'une, et de deux, c'est aussi la peur de l'échec. Or, si on ne se casse pas les dents, c'est pas possible, on ne va pas aller de l'avant. Et c'est aussi de vouloir tout de suite. C'est vrai qu'on a tendance... je pense qu'il y a ça aussi. Oui, c'est le plus gros. Parce que je fais un entretien à un jeune, je lui propose un salaire évolutif, il dit non, j'ai besoin de ça, parce qu'il se compare à une multinationale. Alors que le tissu des multinationales est clairement défini, et le reste est clairement défini. Donc, et il est aussi important de se positionner dans cet environnement systémique. On a tendance à ne pas lire... Je l'ai vécu aussi, les journaux. On a tendance à se cantonner dans de la politique, pas de l'économique. On a tendance à
prendre le côté négatif de l'économie, on a tendance à voir ce qui ne marche pas au lieu d'envisager ce qui marche. Il n'y a pas de vision positive. Il n'y a pas de vision positive, il n'y a pas il n'y a pas de notion d'objectif SMART non plus. On a tendance à aller vers ce qui n'est pas réaliste non plus. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est quand je vois des jeunes de la diaspora vouloir investir en Algérie, alors que des jeunes d'ici ne font rien dans ce sens. Je me dis, où est le problème? Et on a tendance à être défaitiste dès le départ, ou alors élitiste, ou alors pistonné, alors que non. On peut taper à des portes, elles peuvent s'ouvrir aisément. On a des dispositifs qui encouragent les jeunes. La bureaucratie, elle est partout. Oui, il y a aussi le fait que les jeunes qui sortent, en tout cas d'écoles de ce type-là, sont quand même des élèves qui sont intellectualisés, et donc ils veulent aller encore au bout des choses, donc Oui. ils veulent aller au meilleur des choses, donc ils repoussent la rencontre avec l'entreprise. Mais aussi un risque, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire qu'ils sont les meilleurs ailleurs. Hein. Et peut-être meilleurs chez lui. Ça, il faut les Mais laisser si. Voilà. Non, les meilleurs ailleurs, ça ne veut pas dire que... C'est vrai qu'il y a un problème de fond dans ce domaine-là. C'est la nature humaine, on veut toujours prétendre à mieux. Mais je considère aussi qu'on a un devoir envers son pays, quel que soit X. Mais il y a un problème aussi, c'est que Polytechnique doit faire un peu son bilan. Donc, si en 10 ans on a formé 3500, il faudrait savoir ces 3500, ils sont où? Voilà. Et Ça, c'est important. Et demander des comptes à l'État à ce niveau-là. Demander des comptes à l'État, essayer de trouver la réponse. Oui. Dans ce cadre-là, soit un système que l'État les prenne en charge, et je reviens toujours à cette idée, il faut qu'on donne de l'initiative aux jeunes, il faut qu'on les aide financièrement à créer des projets. Moi je pense qu'on a suffisamment mis le point sur ce qui blesse pour dire justement à l'État et à ses représentants, est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui 350 élèves n'arrivent pas à être casés, d'autant que beaucoup partent à l'étranger, donc que le reste n'arrive pas à trouver ici emploi. C'est quand même ça, une situation qui est, encore une fois, J'aimerais inquiétante. intervenir sur ça. Oui. Les 350 qui sortent ont beaucoup de chances d'être casés. C'est vrai, pas tous le sont, mais ont beaucoup de chances d'être casés. Le problème, c'est qu'ils sont casés souvent, ou parfois, Dans des postes, dans des postes qui ne les intéressent pas. C'est pour ça que ça les pousse à partir. On revient Ils sont souvent surqualifiés. Hein. D'ailleurs, j'ai une amie dans ma spécialité, qui est sortie l'année dernière. Elle trouve qu'elle est surqualifiée pour le poste. Elle trouve que... Quel poste? Elle est automaticienne, elle travaille dans les automates programmables, mais on faisait un module sur ça et on a fait beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses très théoriques, très poussées. Je pense qu'une personne qui sort de Polytechnique peut aller dans des postes un peu plus poussés, comme par exemple dans la recherche et développement dans des entreprises, mais les multinationales ne font pas la recherche et développement en Algérie. Ils la font ailleurs. C'est clair. Vous disiez tout à l'heure que des multinationales venaient vous rencontrer à l'école. Oui. Est-ce qu'on vient déjà vous proposer, comme ça se fait ailleurs dans des grandes écoles, du travail ou bien même de vous prendre en charge au milieu de vos études? Au milieu de nos études, non. D'abord parce que déjà, les études sont gratuites, il n'y a pas besoin de prise en charge réelle. Mais à la fin des études, quelques entreprises proposent des emplois et cherchent des personnes de Polytechnique. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, les majors de promo sont souvent... on leur propose souvent des postes dans certaines multinationales. Il y a combien de métiers Combien de spécialités? 13. Qui correspondent un peu à la demande nationale. Oui, c'est très varié, effectivement, mais le nombre, c'est 350. Est-ce que ce sont des spécialités qui sont les mêmes depuis toujours? Et est-ce qu'il n'y a pas... Il ne faut pas évoluer aussi en termes de spécialité? Il n'y a pas d'autres spécialités qui devraient entrer en jeu en matière aujourd'hui? En fait, à la base, c'était 11 spécialités il y a quelques années. On a ajouté deux autres spécialités. QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. C'était une spécialité très demandée par l'industrie, alors elle a été ouverte à Polytechnique. Et la spécialité management de l'innovation. Elle a été ouverte aussi récemment à l'école Polytechnique à la demande de l'industrie. La nanotechnologie, ça existe? Nanotechnologie, c'est en électrotechnique, c'est plus en relation avec l'électrotechnique. En électronique. Non, mais c'est déjà en elle-même actuellement une spécialité, la Oui. nanotechnologie. Hein. Généralement, je crois que c'est la technologie du futur. Hein. Oui. Voilà, donc dans ce cadre-là,
Surtout que nous avons actuellement donc, une industrie qui se développe de plus en plus. Donc tout ce qui est électronique, grand public, téléphonie et tout, ça nécessite de la nanotechnologie. Elle doit, Polytechnique, répondre à cette demande future en Algérie. Justement, c'est cette mise en adéquation future, pas actuelle, mais future. Exactement. Donc elle prépare les polytechniciens de demain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de demande en nanotechnologie en Algérie. L'industrie ne demande pas ce genre de... C'est pas qu'elle ne demande pas. C'est pas que, parce que Polytechnique doit anticiper sur l'industrie future. Elle doit pas, elle est dans l'obligation de répondre à ça. Quelle est la configuration de l'industrie de demain? Comment qu'elle est conçue? La nanotechnologie, elle est là. Elle est là. Si on ne la fait pas, en tout cas la pratique. En mobile, c'est de la on est dans la nanotechnologie. Et actuellement, il y a des entreprises algériennes qui font donc ce type de produit. Donc, elle doit donc répondre, justement faire la prospective des besoins de demain. Parce qu'un élève, on le forme pendant 5 ans ou 6 ans, et on le projette, il sera donc plus ou moins, disons, entre guillemets, rentable dans 10 ans. Donc, c'est l'industrie. Quelle sera l'industrie de demain? Monsieur Nasri, mais finalement, peut-être qu'au bout du compte, nous sommes à un tournant économique aujourd'hui, et peut-être que cette baisse des cours du pétrole fait qu'on va s'intéresser de plus en plus à l'industrie, et que l'industrie, naturellement, va faire appel de plus en plus à des gens comme ces étudiants. Donc peut-être qu'on va aller naturellement dans la bonne direction. Non, mais c'est-à-dire qu'on revient toujours à cette analyse. On a besoin, on ne peut pas s'exonérer d'une étude poussée sur justement cette problématique importante, de cette cassure qu'il y a entre un monde du travail, un monde de l'économie et un monde, c'est-à-dire le monde de la formation. Cette offre donc universitaire en Algérie, parlons, ça c'est un cas précis, c'est 350. 350 c'est très peu. Et c'est extrêmement demandé. Nous sommes là dans un cas de figure extrêmement précis. Alors, Polytechnique, elle forme. Est-ce qu'elle connaît quelle est la demande exacte actuelle? Est-ce qu'il y a des patrons? Est-ce qu'il y a... Là où on pense à l'industrie... D'autant que les chiffres ont été doublés récemment. Parce que vous étiez dans des promotions de 14 élèves, il y a des promotions maintenant qui sont à 26 élèves. Donc pourquoi avoir accru le nombre d'élèves? Ce n'est pas l'unique école au niveau c'est pas l'unique école polytechnique. Il y en a 6. Non, je sais il y a Oran, il y a... Oui. Je sais, ça je sais. Oui. Donc ce n'est pas 350 au niveau... Mais écoutez, 350, 1000 ou 1500, nous sommes dans le micro ici en termes de formation. C'est rien comparé aux autres écoles. Sur l'ensemble national, ça ferait combien de polytechniciens alors? Bon, il y a 6 écoles, donc ça ferait 2000. Hein? 2000. Je ne sais pas si c'est les mêmes nombres pour chaque école parce que... Bon, disons qu'on avoisine les 1000 en tout cas, sans doute. Alors, oui. Amira Hamdad, oui. Alors vous, votre métier, c'est de... J'ai vu que vous faisiez de l'insertion professionnelle des jeunes. Oui. Alors, ça prend aussi en considération nos élites estudiantines ou pas? Absolument. Bon, je fais de l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat social, du pôle entrepreneuriat social de mon cabinet. Donc ce n'est pas mon métier, ce n'est pas lucratif, et c'est plutôt par passion et par vocation que je le fais. D'accord, donc c'est autre chose. C'est autre chose, exactement. Mais il est vrai qu'au début de la création de mon entreprise, je voulais faire ça. Et j'ai arrêté de faire ça. Et les motifs sont un peu ce que je viens de dire. Le manque de motivation. C'était le manque de motivation à un moment, en fait, pas uniquement des entreprises. Je n'arrivais pas à rencontrer les deux acteurs ou alors à satisfaire la demande de mes clients. Et du coup, ça ne m'a pas trop intéressée. Mais c'est une passion et c'est une vocation. Et donc, je consacre 40% de mon temps à du bénévolat dédié aux jeunes, au développement des capacités des jeunes. Comme je suis coach d'accompagnement en entrepreneuriat, donc je le fais. Par contre, j'ai des relations plus ou moins étroites avec certains dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat où j'ai eu la chance de former les accompagnateurs des dispositifs. Donc, quelque part, j'ai une vision interne de ce qui se passe côté État. C'est ce qui vous a amené à rencontrer les étudiants de Polytechnique Polytech, c'était dans des manifestations comme des Wikistage et autres. Oui, organisées par le CAP.
organisées par le CAP. D'ailleurs, des manifestations qui se multiplient. Et ça, c'est une bonne chose. Qui sont excellentes qualitativement. Je voulais aussi faire un focus sur les initiatives qui sont entreprises dans le cadre de l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a des compagnies, il y a des programmes qui sont faits par des associations où il y a quand même un suivi, où il y a des compétitions d'écoles, pas forcément de grandes écoles, mais d'universités aussi, à l'image de Injaz El-Jazair, qui fait des merveilles dans ce sens, dans différentes wilayas, où on fait la promotion de l'entrepreneuriat, où il y a de très beaux projets qui émergent. Et ce qui est malheureux, c'est que des fois, ces projets-là, aussi intéressants puissent-ils être, ne sont pas créés par la suite. Donc voilà aussi un canal. Moi, je reviens, il a parlé de surqualification et tout. Je crois que lorsqu'on sort d'une école, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de surqualification quand on n'a pas une expertise sur le terrain. Ça, c'est clair et net. Mais Polytechnique aussi est appelé justement à se poser des questions. Surtout, moi, je reviens à la création de projets. Il a parlé de recherche et développement. On en a éminemment besoin. Il a parlé dans l'agro-industrie. Dans l'agro-industrie, mais déjà, on ne connaît pas nos produits. Très rares les connaissances. Il y a aussi des projets. Enfin, je reviens au FCE. Le FCE a un produit qui est pour moi excellent, c'est GIL FCE. C'est que le FCE veut justement être un peu citoyen, lancer un projet donc financé à hauteur de 1 milliard de dinars pour des jeunes, pour qu'ils travaillent et tout. Je pense que Polytechnique doit s'intéresser, doit avoir une cellule d'écoute à leur niveau-là. Ils doivent écouter comme un médecin avec un stéthoscope cette industrie-là. Là où on fait de l'industrie future. Actuellement, l'Algérie s'installe justement dans l'industrie automobile. Vous savez ce qu'il y a comme produit donc, dans une voiture actuellement? Monsieur Nafri, oui, allez-y, finissez votre phrase. Voilà. Donc, qu'est-ce qui empêchait Polytechnique d'inviter justement le FCE à alors justement, c'est pour ça que je voulais réagir. Je crois que le FCE vous a rendu visite récemment. Il y a eu une rencontre avec le FCE. Qu'est venu faire le FCE au niveau de Polytechnique? C'est intéressant de le savoir. On a organisé en fait un forum de l'industrie. Oui. L'école a organisé en collaboration avec les clubs de l'école, le CAP, le VIC et d'autres clubs. Ce forum avait pour objectif de faire rencontrer les entreprises avec les étudiants, de montrer ce que les entreprises avaient à donner. Ça permettait aussi aux étudiants de déposer leur CV s'ils voulaient être recrutés. Donc il y a des choses qui se font quand même. Oui. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Par exemple, la formation d'ingénieur, elle n'est pas suffisante si on veut se développer et s'épanouir en entreprise. On a besoin d'autres compétences comme parler en public, savoir rédiger, savoir parler, communiquer. Alors justement, à ce propos, je suis venu vous rendre visite et j'ai noté parfois une dichotomie qui n'est pas toujours la faute des élèves. C'est cette... vous savez que souvent, des lycéens qui viennent de l'intérieur du pays, qui sont brillants en mathématiques, en physique, qui ont de bonnes notes, mais qui sont insuffisants en langue française, parce que maintenant vous étudiez en français, c'est ça? Exactement. Donc c'est toujours ça, ce problème qui est récurrent et qui arrive aussi ici. Alors il faut le régler d'une manière ou d'une autre, parce que sinon ça fait une dichotomie d'élèves au niveau d'étudiants, au niveau des écoles. Écoutez, je rebondis sur... Et donc c'est une injustice. Je rebondis sur le terme savoir-faire. Parce qu'il y a le savoir-être. Vous savez, je rends hommage à mon prof qui est décédé, mon prof de droit que j'ai rencontré une année après avoir intégré le milieu professionnel. Et je lui ai dit, Oustad, on n'a rien fait à la fac. Il m'a dit, je suis désolée, on vous a donné la capacité et l'esprit analytique, on vous a donné le diplôme, maintenant, c'est pas moi qui vais t'apprendre à parler, c'est pas moi qui vais t'apprendre à te comporter, à bien te comporter, c'est pas moi qui vais t'apprendre à écrire, parce que tu es censé avoir appris ça avant d'intégrer l'université. Et là, j'interpelle les parents. Parce qu'attention, les parents sont très souvent défaitistes aussi. Si on ne booste pas ces enfants, si on ne les suit pas dès le départ, si on ne mobilise pas, Mélissa, son père est là, moi je trouve ça extraordinaire qu'il soit là présent. Donc le savoir-être, c'est de la cellule familiale, c'est de l'environnement social qu'on va l'acquérir. Et il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. Vous savez, quand je pose une question à des jeunes dans un amphi plein, c'est quoi ton livre de chevet, et que sur 200 personnes, je n'ai que 5 personnes. En tout cas, vous, on le sait.
Voilà, vous savez même ce que je lis. Ça me chagrine. Donc, il faut absolument développer ces capacités-là. Vous êtes d'accord avec votre prof de droit pour l'esprit analytique qui a été développé au sein de la fac? Je suis d'accord, parce qu'il n'est pas censé m'élever, il n'est pas censé m'apprendre à écrire ni à parler. Non, pour l'esprit analytique, qui vous a dit, on a développé l'esprit analytique. Lui, en tout cas, il a été ludique et merveilleux, donc je l'en remercie. Mais en tout cas, c'est une perte partielle des connaissances, les langues. En tout état de cause, moi, je vous apprends rien. La connaissance actuellement de l'anglais, et sans l'anglais, on ne peut faire ni RD, ni avancer dans les technologies. Exactement. Les technologies, c'est-à-dire dans la recherche, l'offre de recherche et développement dans le domaine de l'industrie, elle est à base. Donc, toutes les analyses, et je peux vous citer dans le domaine de l'export, 70% des données sont en anglais, même au niveau des Nations Unies. Vous intégrez dans Comtrade ou database, c'est entièrement. C'est vrai, en quelle est la anglais. place de l'anglais à l'école? Alors, nous avons un module d'anglais chaque année, depuis la première année jusqu'à la 5e année. Alors, par exemple, certaines initiatives d'étudiants, comme le club d'activités polyvalentes, organisent des événements pour parler en anglais. D'accord. Il faudrait que The Great Debaters, l'année prochaine, se fasse Sur plusieurs langues, peut-être. sur plusieurs On ne langues. veut pas imposer une langue, Oui. mais ce sera sur plusieurs langues, peut-être. Mais en tout cas, certaines écoles, certaines études à l'étranger, quand vous voulez les pousser, le passage, l'examen est en anglais. Hein. C'est indispensable. Absolument, il est en anglais. Allez, les étudiants, je vous laisse le dernier mot. Alors dites-moi un petit peu quels sont, je ne sais pas, quels sont... Bon, vous avez un peu exposé vos rêves, c'était de partir, mais de revenir pour... D'autant que vous savez que votre pays va peut-être être exposé à des situations difficiles. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter C'est-à-dire, la jeunesse algérienne, je pense qu'elle veut montrer de quoi elle est, montrer de quoi elle est capable, de pouvoir concrétiser ses idées, de répondre aux questions qui menacent notre pays, comme je vous l'ai dit, donc comme Parce que la menace, elle est aussi économique avant tout et industrielle. Oui, exactement. C'est là qu'est le challenge, que se situe le challenge. Elle est multidimensionnelle. Un mot de la fin, Fawzi Briedj. Ok. Je pense qu'il ne faut pas trop dénigrer le fait que les étudiants partent. La mobilité des étudiants est très importante. Même à l'étranger, les étudiants français et américains partent beaucoup en échange. L'important, c'est de revenir un jour, espérant que la plupart reviendront, et de fournir les infrastructures qui permettent de revenir. Voilà. Un jour, mais pas à la fin de ses jours. Excellent. Merci. Fawzi Briedj, vous êtes fiancé? Non, pas encore. Non, je disais ça parce que madame vous a touché la joue et vous avez rougi, donc je ne voulais pas que ça prête à confusion. Voilà, donc c'est sur ces mots sympathiques que je vous dis, je voudrais remercier nos participants ici présents et spécialement nos étudiants en leur souhaitant une belle carrière qui se profile très bien devant eux. Je vous rappelle que nous avons un site Facebook de l'émission qui s'affiche au bas de l'écran et je vous dis à samedi prochain pour un débat que j'espère tout aussi passionnant.